tant qu'entrepreneur français, quelles sont vos attentes par rapport aux deux sessions de cette année? Les grandes orientations sont données et de ce point de vue, notre visibilité par rapport à le scénario relatif aux différents marchés sont beaucoup plus prévisibles. Pendant les deux sessions de cette année, il y a des ratifications, des modifications sur les lois pour les investisseurs, les investissements étrangers. L'image de la Chine comme un partenaire équilibré, solide dans le commerce mondial. Quand on parle de l'économie, on parle beaucoup de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Pour ces entreprises qui sont profondément enracinées en Chine, l'impact est très limité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Les deux sessions se tiendront depuis mars à Beijing. C'est l'occasion pour tous les représentants de la Chine de participer au processus décisionnel le plus important du pays. Aujourd'hui, nous sommes à Shanghai pour rencontrer le président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine. Il va partager avec nous ses attentes envers le futur développement de la Chine. Bonjour Monsieur Gémeneau, bienvenue Bonjour. dans notre émission. Merci beaucoup. Alors, vous avez travaillé avec la Chine depuis plus de 20 ans et vous êtes resté en Chine depuis presque 10 ans maintenant. Donc, quelle est votre observation sur les deux sessions qui ont lieu chaque année? Écoutez, je pense que ça donne de la visibilité. Ça donne de la visibilité, ça donne les cadres dans lesquels les choses devrait se passer, et de ce point de vue, c'est quelque chose qui est très pratique pour les entreprises étrangères en Chine. Donc les cadres fixés, les grandes orientations sont données, et de ce point de vue, notre visibilité par rapport à ce scénario relatif aux différents marchés sont beaucoup plus prévisibles. Donc pour ce qui concerne la communauté d'affaires, c'est plutôt une aide à la gestion. Alors, en fait, vous êtes sollicité plusieurs fois pour des consultations et en janvier de cette année, vous avez justement eu ce contact de haut niveau avec le vice-premier ministre Hu Zhenhua. Ouais. Donc, quel genre de suggestions avez-vous donné cette fois? Écoutez, c'était une initiative que nous avons beaucoup appréciée parce que Monsieur le vice-premier ministre avait réuni un certain nombre de représentants des entreprises françaises en Chine et il a tenu à nous écouter de façon tout à fait ouverte et transparente. Donc nous avions complète liberté de parole et nous avons abordé les sujets que nous avons jugé utiles d'aborder. Alors pour ce qui me concerne, moi j'ai dit trois choses. La première, c'était un message de félicitations pour tout ce que la Chine avait été capable d'accomplir ces dernières années, en particulier après le lancement des grandes réformes. Il y a eu aussi un message d'encouragement pour que la réforme s'accélère. Je pense que les points de destination sont clairement marqués dans l'agenda du gouvernement chinois et de l'ensemble de la société chinoise, mais à mes yeux, aux yeux de la majorité de la communauté d'affaires française en Chine, il conviendrait d'accélérer un peu le rythme. Et finalement, nous avons tenu à signaler au gouvernement chinois les quelques difficultés qu'ont engendré la mise en œuvre de certaines réformes. Et c'est un côté un peu paradoxal, un peu schizophrène, parce que d'un côté, je demande que la réforme soit accélérée et gagne en profondeur. De l'autre côté, nous tenons à signaler que parfois, dans la mise en œuvre de ces réformes, il y a quelques excès qui conviennent d'être reconduits. Par exemple, dans l'application, enfin dans la mise en œuvre de la réforme environnementale, il y a eu beaucoup d'arrêts forcés des usines avec quelques impacts économiques que nous comprenons parfaitement, mais que nous tenons
nous tenons à que tout cela soit organisé de façon un peu plus efficace. Ce qui a été fait en matière de réduction des surcapacités, que nous saluons et que nous soutenons complètement, a engendré aussi une certaine inflation dans les domaines industriels. Bon, voilà. Donc ce sont vous savez, dans tout processus de transformation, surtout s'il est profond comme celui que la Chine est en train d'opérer, il faut corriger au fur et à mesure qu'on avance, de façon à que les excès qui parfois sont commis ne mettent pas en danger l'ensemble du mouvement. Voilà, c'était ça le message principal que nous avons passé à Monsieur le Premier ministre et qu'il a reçu de façon très ouverte et qu'il s'est engagé à regarder les points soulevés et à trouver des solutions. Donc il avait reçu plusieurs présidents de chambres de commerce? Non, en fait, il a tenu à avoir un dialogue indirect avec la communauté d'affaires française en Chine. Donc, donc il y a eu d'autres entrepreneurs. Une demi-douzaine de grosses sociétés françaises en Chine. Moi, j'ai participé dans ma double condition de président de Saint-Gobain et de président en Chine et de président de la Chambre de commerce française en Chine. Et donc, ça a été, monsieur le vice-premier ministre est venu avec beaucoup de ses collaborateurs principaux. Il y a eu un échange très riche, très sincère, avec un esprit genuin de collaboration. Et je pense que c'était une excellente initiative qu'il conviendrait de continuer à l'avenir. C'est un dialogue direct entre le gouvernement chinois et la communauté d'affaires française en Chine. Alors on voit que pendant les 2 sessions de cette année, il y a des ratifications, des modifications sur les lois pour les investisseurs, les investissements étrangers, qui est une mesure assez importante et qui attire beaucoup d'attention des entreprises étrangères. Donc quelle est votre analyse ou quelle est votre attente par rapport à ça? Écoutez, pendant des années, nous avons réclamé que le marché chinois devienne plus accessible aux entreprises étrangères. Dans le passé, beaucoup de choses avaient été faites et les dernières mesures qui ont été prises sont vraiment très positives et sont reçues par la communauté d'affaires étrangères de façon très favorable. Je prends par exemple l'exemple du domaine financier. Pendant des années, la Chine avait été assez réfractaire à l'ouverture du marché financier aux investisseurs étrangers. Il y a un an et demi à Davos, ou il y a 2 ans à Davos, M. Xi Jinping avait annoncé une ouverture dans ces domaines emblématiques et cruciaux de l'économie chinoise. L'année qui a suivi cette annonce n'a pas donné beaucoup de fruits, mais depuis 6-9 mois, on assiste à une accélération très importante du mouvement et on constate l'adoption de mesures qui sont très favorables et tout à fait en ligne avec les annonces de M. Xi Jinping. Donc voilà, tout ça est très, très bien reçu et ça contribue aussi à favoriser et à rendre encore plus crédible l'image de la Chine comme un partenaire équilibré, solide dans le commerce mondial. Vous voyez, vous ne pouvez pas prétendre être le principal acteur dans l'économie mondiale si vous n'avez pas un accès tout à fait équilibré en termes de réciprocité par rapport à votre propre marché intérieur. Pendant des années, la Chine attaquer les mondes dans ce sens positif, je veux dire, est allé à la recherche des marchés extérieurs et elle gardait une certaine réserve par rapport à son propre marché intérieur. Maintenant, après 10 ans et encore plus ces 2 dernières années, les rééquilibrages et la réciprocité sont beaucoup plus
marquée qu'il y a quelques années. Puisque vous parlez de ces lois qui est plutôt encourageant pour les investisseurs étrangers d'investir en Chine. Et je pense qu'une question cruciale pour eux, c'est quel est l'état actuel du marché chinois? Quelle est votre observation sur place? Globalement, il reste bien orienté, mais la réalité est très diverse selon les segments. Il y a des segments qui sont toujours très porteurs, qui se développent à grande vitesse. Tous les secteurs qui ont un rapport direct ou indirect avec les nouveaux modèles économiques chinois se portent très bien. Là où il y a un contenu important en termes de technologie, d'innovation, de qualité, des services, ce sont des secteurs extrêmement porteurs. Les digitales, les sciences de la santé, les matériaux innovants, tout ce qui a un rapport avec l'environnement, ce sont des marchés extrêmement porteurs, les digitales en général. En revanche, il y a quelques secteurs qui souffrent parce qu'ils représentent surtout l'ancien modèle économique chinois qui est maintenant en fin de cycle. Donc toute l'industrie lourde souffre beaucoup et je ne pense pas qu'ils puissent penser à un redressement dans les prochaines années. Donc je trouve que la Chine se porte très bien, mais plus que jamais, il faut savoir choisir les secteurs d'activité dans lesquels il faut être. Par exemple, pour mon entreprise, pour Saint-Gobain, le marché, il reste extrêmement porteur. La seule déception importante que je pense nous avons eue, c'est celle du marché automobile. Le marché automobile, comme vous le savez, a beaucoup souffert en 2018. Il y a beaucoup de raisons pour cela, quelques raisons d'ordre conjoncturel, d'autres d'ordre plutôt structurel, mais ça a été une mauvaise surprise. Personne ne s'attendait à une croissance forte, on s'attendait plutôt à une petite croissance ou à une stagnation, mais le marché a plombé de façon considérable en deuxième partie d'année. Et ça a été une petite déception. D'autant plus que l'automobile, c'est une des grandes industries chinoises et c'est aussi un des secteurs dans lesquels la France a le plus investi. Mais même pour l'automobile, je pense que la tendance à long terme reste favorable parce que les taux de motorisation, les taux d'équipement en Chine restent bas et donc le marché intérieur devrait encore porter beaucoup de fruits et revenir en croissance assez rapidement. Et je constate que dans les médias français, on parle aujourd'hui beaucoup, quand on parle de l'économie, on parle beaucoup de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc quel est votre constat à ce sujet? Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur cette guerre? Vous savez, c'est un élément d'incertitude. Et l'incertitude n'est jamais une bonne chose pour les affaires. Hein. Donc, aujourd'hui, quand les entreprises essayent de visualiser l'avenir, voilà, ils retrouvent cet élément qui n'est pas de nature à rendre notre mission et notre activité plus facile. Ceci dit, aujourd'hui, pour les entreprises étrangères en Chine, pour une grosse majorité des entreprises étrangères en Chine, et pour une grosse majorité des entreprises françaises en Chine, l'impact de cette guerre commerciale est assez réduit. Et je vous dirai pourquoi. La raison principale, c'est que pour une grosse majorité de nos entreprises, nous fabriquons en Chine ce que nous vendons en Chine. Et nous vendons en Chine ce que nous fabriquons en Chine. Donc les flux d'exportation ou d'importation entre la Chine et nos autres marchés en dehors de la Chine est très faible. L'incertitude provient du fait que ce retour au protectionnisme pourrait finalement provoquer un ralentissement de l'économie mondiale. Et bien entendu, ce ralentissement terminerait par nous impacter. Hein. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, les conséquences pour ces entreprises qui sont profondément enracinées en Chine et qui font de la Chine les marchés principaux et font de la Chine les pays où ils produisent le produit vendu en Chine,
l'impact est très limité. Je pense qu'il y a un volet très important, c'est-à-dire que les échanges entre la Chine et la France dans le domaine économique restent un sujet qui vous occupe aussi. Donc, quel est l'état de lieu de ces échanges et quels sont les secteurs les plus prometteurs aujourd'hui? Bon, l'état de santé des rapports économiques entre la Chine et la France est très bon, je dirais. Souvent, quand on regarde ces rapports économiques, on les limite au flux d'importation-exportation entre on voit que c'est un pas pays et très... l'autre. Voilà. Oui. Et c'est un élément important, mais ce n'est pas pour moi l'élément principal. Et souvent, vu de la France, on se plaint parce qu'il y a un déficit commercial important en faveur de la Chine. Bon, mais ces flux, pour moi, ce n'est pas l'élément primordial du rapport économique franco-chinois. L'élément principal, c'est l'activité en Chine des entreprises françaises et l'activité en France des entreprises chinoises. Et c'est ça que je représente en tant que président de la Chambre de commerce. Et pour ce qui concerne les entreprises françaises qui opèrent en Chine, je tiens à dire que la croissance continue, que leur enracinement dans ces pays s'accélère, que leur présence se fait de plus en plus solide et qu'elles participent pleinement et sont même moteurs dans cette transformation forte du modèle économique chinois. Vous savez, la plupart des entreprises françaises en Chine ont un business model qui tourne autour de la qualité, de l'innovation, de la technologie, du service. Ce sont les mots autour desquels le nouveau modèle économique chinois est en train d'être bâti. C'est beaucoup plus favorable qu'il ne l'était il y a quelques années, quand on parlait surtout des prix, des coûts. Hein. Donc c'est vraiment les domaines dans lesquels on sait se battre au mieux, celui de la qualité, l'innovation, la technologie. Et en même temps, ceci est aussi bénéfique pour la Chine parce que de par cette présence de plus en plus intense de ces entreprises françaises en Chine, nous contribuons de façon modeste mais très déterminée à accélérer la transformation de la Chine et de son modèle économique. C'est vrai, quand on parle de transformation économique, on sait que vous travaillez pendant longtemps dans le secteur de matériaux de haute technologie. Donc, d'après votre propre expérience, où en est-on dans cette transformation et comment voyez-vous le futur de cette tendance? Je crois que ce qui a été fait ces dernières années est assez admirable. Pour ce qui concerne mon domaine d'activité, l'utilisation de matériaux de haute technologie qui ont une contribution très positive sur les aspects environnementaux, je ne peux que constater une croissance très forte parce que la Chine a engagé vraiment une réforme profonde en ce qui concerne sa politique environnementale. Donc nos systèmes, nos solutions, nos produits sont utilisés de plus en plus parce qu'ils sont tout à fait alignés avec ses besoins de bien-être, avec ses besoins de respect de l'environnement. Ça c'est un exemple comme beaucoup d'autres, dans lesquels il y a cette symbiose, cette articulation presque parfaite entre les modèles que la Chine veut se donner et les types les business models, si vous permettez l'expression, de la très grosse majorité, la très grande majorité des entreprises françaises dans ces pays. Souvent, on sait que la coopération économique entre la France et la Chine a débuté par des coopérations, des grandes entreprises, par exemple dans le nucléaire, dans l'aéronautique. Donc aujourd'hui, est-ce que cette partie de grandes entreprises croît plus vite encore que les PME ou les petits et moyens entreprises? Quelle est votre opinion? Il y a un peu tout, mais c'est vrai que quand on analyse l'histoire de nos rapports économiques, dans un premier moment, les mouvements étaient lidérés par les grandes sociétés d'État chinoises et les grandes sociétés
avec une présence de l'État dans son actionnariat de la France. Bon, cette étape, elle peut encore donner quelques fruits, mais ce n'est pas l'élément fondamental de la relation franco-chinoise. Aujourd'hui, cette relation elle est composée de beaucoup de projets de développement qui sont protagonisés par des grosses, par des moyennes et par des petites entreprises. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Ce qui a changé aussi, c'est qu'avant, la collaboration portait sur des aspects plus outils de production, plus accès aux marchés respectifs. Et maintenant, il y a de plus en plus de collaboration dans les domaines techniques et dans les domaines de la technologie. Et ça aussi, c'est le reflet de cette transformation de la Chine vers un modèle où l'innovation et la recherche, le développement et la technologie occupent une place fondamentale. Cette collaboration technique, cette collaboration au niveau de la recherche et le développement, c'est relativement récente. Elle correspond aux dernières années de la transformation économique de la Chine et je pense qu'elle ne pourra qu'ils s'intensifier tout au long des prochaines années. On voit que les entreprises françaises, ils ont vraiment suivi la tendance parce que je vois déjà, il y a des marques françaises de maisons de retraite. Il fournit des services aujourd'hui déjà en Chine, donc ça suit très près la tendance de développement économique de la Chine apparemment. Tout à fait, c'est un autre exemple. Je parlais tout à l'heure de cette économie chinoise qui se tertiarise, si je peux utiliser l'expression. Donc l'importance du secteur tertiaire, donc des services, est de plus en plus importante, avec ces composants bien-être qui devient fondamental. Et de ce point de vue, ce qu'on appelle la silver economy, tout ce qui a un rapport avec les personnes âgées, acquiert une importance très grande. Et donc, avec les savoir-faire d'une société, comment dirais-je, consolidée comme la France, les entreprises françaises dans ce domaine viennent en Chine, essayent de développer leur concept en Chine et elles ont beaucoup de succès. Mais vous retrouvez les mêmes phénomènes dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'environnement, dans les domaines des communications, dans les domaines digitales. Il y a plein d'exemples. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui très diversifiés qui veulent investir en Chine. Et pouvez-vous éventuellement expliquer un peu davantage ces modifications sur la loi pour les investissements étrangers pour savoir quelles sont les modifications parce que, par exemple, est-ce que c'est l'accès du marché qui est plus facile ou genre des processus administratifs qui seront... Il y a un peu le deux. C'est vrai que la Chine avait fait beaucoup de progrès pour réduire la lourdeur administrative qui était à un moment donné quand même assez importante. Donc maintenant les procédures pour venir en Chine, pour s'installer, pour avoir un permis tout simplement de travail ou de résidence ou un permis pour démarrer une activité économique, ces procédures se sont simplifiées de façon importante. C'est un volet. Encore une fois, rien n'est parfait, mais les choses se sont améliorées de façon considérable. L'autre volet, c'est celui que vous avez mentionné, c'est qu'il y avait des secteurs que pour des raisons stratégiques, la Chine considérait qu'ils devaient rester fermés aux investisseurs étrangers ou avec un accès limité. Et donc certaines de ces restrictions ont été assouplies, certaines ont été levées et d'autres ont été reconduites. Mais globalement, aujourd'hui, le niveau d'accessibilité au marché chinois, il est meilleur qu'il ne l'était il y a quelques années. Donc tout ça va dans la bonne direction et nous attendons à que de nouvelles mesures soient adoptées pour arriver au bout du chemin.
l'année dernière, il y avait aussi cette liste négative en fait pour les entreprises étrangères. Est-ce que ça a eu des impacts ou encore, parce que vous êtes basé à Shanghai, la zone de libre-échange qui a été créée, est-ce que vous êtes allé voir un peu quel était votre... Je trouve que ce qui a été fait en 2018 par le gouvernement chinois pour pousser le commerce et pousser les importations en Chine des produits étrangers était très positif. Vous vous souvenez de l'énorme succès de la foire des importations. Voilà. Je crois que c'était très important tout d'abord sur un plan d'image, sur un plan emblématique, parce qu'au moment où il y avait ces frictions avec les États-Unis, où il y avait vraiment un risque ressenti de retour en arrière en termes d'ouverture, le gouvernement et son président, M. Xi Jinping, ont dit non, la Chine est un pays ouvert aux importations, et avec ces grands événements, nous essayons de le démontrer. Et après, oui, c'est vrai que sur un plan strictement pratique, ça a donné l'opportunité à beaucoup d'entreprises de nouer des contacts avec des entreprises chinoises et de démarrer une activité d'importation qui avant n'existait pas. Donc ça, je crois que ça a été positif. Après, pour ce qui concerne la liste négative, elle existe toujours, elle est un peu moins longue. Et nous continuons à penser qu'il est de l'intérêt de la Chine et de l'intérêt du monde qu'elle continue à s'alléger. Mais bien entendu, nous sommes très respectueux de ce que le gouvernement chinois décide. Nous tout simplement transmettons notre point de vue et avec la conviction que à moyen et long terme, les gouvernements chinois savent et veut aller dans une solution qui est tout à fait conforme à ce que nous réclamons. Alors pour résumer, on va revenir sur les deux sessions dans son ensemble. Et quant à entrepreneurs français, quelles sont vos attentes par rapport aux deux sessions de cette année? Bon, tout d'abord, on attend à chaque fois avec un peu de curiosité l'objectif des croissances qui est donné. C'est fou parce que la Chine, c'est l'un des rares pays où systématiquement l'objectif de croissance est atteint. Donc c'est important pour nous d'écouter le gouvernement. On a bien vu que les derniers trimestres de l'année passée, les taux de croissance avaient ralenti un peu. On s'attend à un taux de croissance autour des 6%. Je pense que ça serait un taux de croissance tout à fait raisonnable. Ensuite, de façon plus importante, il faudrait que des messages qui ont été déjà passés par rapport à la nécessité d'intensifier et d'accélérer les réformes en cours soient confirmés. Donc nous attendons ces messages de fermeté. Voilà. On a décidé d'aller dans cette voie, de transformer la Chine de façon profonde, de changer son modèle économique de façon rapide, de déployer très rapidement une nouvelle stratégie dans le domaine de l'environnement. Voilà, nous attendons que toutes ces réformes soient confirmées et, si possible, accélérées. Donc nous serons attentifs à ce type de messages. La réforme du système financier fait partie des réformes importantes. Elle est déjà entamée, mais pour rendre l'économie chinoise plus solide, plus crédible et plus à l'abri des éventuels accidents de parcours, il me semble qu'il faudrait que des annonces fortes et déterminées soient passées aussi pour ce qui concerne ces domaines. Et voilà, et avec ça, on serait déjà très content, très satisfait. Alors je vous remercie, M. Gemelli, merci pour vos analyses. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup.